Donc grâce à la lecture du livre d'Audrey Dussutour et grâce à ses nombreuses conférences, j'ai appris que le blob était un organisme unicellulaire apparu il y a au moins 500 millions d'années. 500 millions d'années, il me semble que c'est avant la création des continents comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire du temps de la Pangée, à l'époque où toutes les terres émergées étaient rassemblées en un seul continent unique. Donc c'est vraiment énorme de chez énorme. J'ai aussi découvert qu'il existait d'autres types de vie que les animaux, les plantes ou les champignons, puisqu'on classe le blob dans le règne des amybozoaires, dans la classe des myxomycètes. Actuellement, on a recensé plus de 1000 espèces de myxomycètes, mais il en existerait au moins 10 fois plus. À titre de comparaison, on estime le nombre de mammifères, donc le règne animal mammifère, à 5000 espèces. Un truc rigolo aussi, c'est l'origine du nom blob. Donc en fait, le blob étudié par Audrey Dussutour, c'est le Physarum polycéphalum, mais en fait, elle a décidé de le surnommer blob en référence à un vieux film d'horreur où une créature extraterrestre gélatineuse dévorait tout sur son passage. Et puis bon, finalement, ce surnom poétique lui est resté et a certainement bien contribué à augmenter sa renommée. Puisqu'on parle de biologie et d'élevage, un des éléments importants, c'est la reproduction. Et donc chez les blobs, en fait, on n'a pas que des mâles ou des femelles, mais 720 types sexuels différents. Ouais, 720 types sexuels différents. Chacun pouvant évidemment se combiner avec les 719 autres pour se reproduire. Le cycle de vie du blob est assez particulier et ça lui confère même dans certains cas une relative immortalité. En fait, tout commence par une spore qui germine, se transforme en amibe mobile grâce à une flagelle. La flagelle, c'est la petite queue qui lui permet de se déplacer. Et donc, quand cette amibe rencontre une amibe de l'un des 719 autres types sexuels que le sien, elles fusionnent ensemble. Cette fusion prône une amibe plus grosse qui se nourrit de bactéries. Les bactéries, c'est les petits bâtonnets qu'on voit autour de l'amibe. À force de manger, le blob, donc pour rappel, le blob c'est un organisme monocellulaire, grandit et forme une masse de plus en plus importante, visible à l'œil nu, et que l'on appelle un plasmode. Le plasmode grandit, et selon son environnement, ce plasmode pourra évoluer de deux façons. La première évolution possible, c'est la sporulation, c'est-à-dire que le plasmode va produire des spores, qui à leur tour se transformeront en amibes et fusionneront pour produire un nouveau plasmode. C'est le mode de reproduction du blob. La seconde évolution possible, c'est de rentrer en dormance. C'est-à-dire que quand les conditions ne sont pas trop défavorables, comme une lumière intense par exemple, il faut savoir que le blob craint la lumière, mais tout simplement qu'il n'y a plus assez de nourriture ou que son environnement s'assèche, le blob a besoin d'un milieu humide, il rentre dans un état de dormance et atteint une période plus favorable pour se réveiller. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'idéal pour trouver des blobs, c'est d'aller en forêt après la pluie, puisqu'en fait l'humidité a réveillé les blobs. Donc cet état de dormance, c'est ce qu'on appelle un sclérote. Les kits que nous vous avons donnés sont en fait des sclérotes que nous avons produits au Biclab à partir d'autres sclérotes qu'un amateur nous avait envoyés par la poste et que nous avons réveillés, fait grandir et transformés en nouveaux sclérotes. Quand les conditions ne sont pas trop défavorables, donc, un sclérote peut se conserver pendant des années, se réveiller, rentrer à nouveau en dormance, et ça quasiment sans fin. Si un blob se réveille dans un environnement sans nourriture, il se rendormira, se réveillera plus petit, etc. etc. Bon, et bien maintenant, je pense que nous savons tous mieux ce qu'est un blob. Donc, nous sommes prêts à aller rendre visite à Audrey Dussutour dans son labo, et après à Thomas Pesquet dans la station spatiale. Allez, on nous aille. C'est un organisme unicellulaire assez particulier, assez ancien. C'est un organisme qui appartient au règne des amébozoaires. Donc c'est un règne qui est proche des champignons, c'est le cousin des champignons et des animaux. Donc c'est une cellule géante, parce que là ce que vous voyez c'est une seule cellule. Et c'est une cellule jaune, jaune vif, qui se nourrit de champignons et de bactéries, mais en laboratoire de flocons d'avoine. Alors le blob, on peut le trouver un petit peu partout dans la nature, dans les forêts. Donc la plupart du temps c'est sous les écorces des arbres morts. Dans les jardins aussi, à l'abri. Donc toutes les 8 heures, en fait, son matériel génétique double. Donc c'est pour ça que des fois, le blob, si on ne le nourrit pas assez vite, il s'échappe des boîtes parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace et moi, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il va commencer à former des piliers, des structures en 3D puisqu'il sera plus limité par la gravité. Et donc on risque d'avoir un blob plutôt avec des formes, des piliers, etc. qu'un blob tout plat. Bonjour à tous, ici Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Ici tout va bien.
Comme vous en doutez, je ne m'ennuie pas une seconde. Les activités scientifiques, techniques, le sport quotidien, ça n'a pas manqué depuis mon arrivée. Le quotidien d'un astronaute, au final, c'est très dense, c'est très réglé. C'est un peu comme un emploi du temps scolaire, avec les temps de pause en moins. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non? Pour moi, ce sera Blob ISS. Et voici mon matériel d'expérimentation que les experts ont mis au point au sol avant son envoi dans l'ISS. Le blob se trouve là-dedans, dans cette boîte bien enfermée, on ne va pas le laisser sortir. Et voilà les connexions qui vont me permettre d'injecter de l'eau qui va réveiller les blobs. Et ici, l'emplacement de la carte micro SD qui va enregistrer des images et l'emplacement du port USB pour l'alimentation électrique de la caméra qui va les filmer et des anneaux lumineux pour les prises de vue automatiques. Je suis très heureux de savoir que vous allez être nombreux à m'accompagner et à faire de la science, de la recherche en classe. Je vous dis à très bientôt. Une expérience scientifique, c'est comme une recette de cuisine. Si vous répétez la même recette avec les mêmes ingrédients, vous devez obtenir le même résultat. Si on obtient un résultat différent, cela signifie en général que l'on n'a pas suivi scrupuleusement la même recette ou bien qu'un élément non identifié a influencé le résultat de notre expérience. C'est d'ailleurs la base de ce que l'on appelle une science exacte, la possibilité de répéter plusieurs fois la même expérience pour confirmer ou infirmer une hypothèse et obtenir toujours le même résultat. L'expérience menée par le CNES dans les écoles et sur la station spatiale avait pour but de comparer l'évolution du blob selon l'apesanteur. Le seul élément qu'il y a donc comme différence entre le projet Blob-Terre et le projet Blob ISS, c'est dans un cas la gravité terrestre et dans un autre la micropesanteur de la station spatiale. Audrey Dussutour a partagé de nombreuses expériences et protocoles expérimentaux autour du blob. Il nous reste encore plein d'expériences à réaliser. Et on vous invite donc à réaliser dans votre classe ou au sein du BICLAB ce genre d'expérimentation. Pour celles et ceux qui ont reçu un kit blob, je vous propose de tester le réveil du blob et, si vous le pouvez, d'en cultiver et faire vos propres sclérotes. Vous pouvez également tenter de reproduire les deux expériences de l'exploration et de l'exploitation. Si votre établissement scolaire dispose d'un Fab Lab, vous pouvez également essayer de construire votre propre Blobbox connecté pour le recueil automatisé de vos données expérimentales. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, au BICLAB, on est vraiment passionné par tout ce qui est science et technologie. Et donc l'un des aspects qui nous a beaucoup intéressés dans ce projet, ça a été de réaliser notre propre Blobbox inspirée par celle de Thomas Pesquet dans la station spatiale. Nos aventures avec le blob vont continuer au moins jusqu'en 2022. Quand on a découvert notre premier blob, les inscriptions pour l'expérience Élève ton blob étaient déjà terminées depuis longtemps. Mais nous nous sommes inscrits pour participer à un autre projet de sciences participatives avec le CNRS et Audrey Dussutour autour du blob et du réchauffement climatique. Donc encore pas mal d'aventures en perspective avec ce blob. En cas souhaité Zot, belle fête de la science 2021 et je vous donne rendez-vous au BICLAB et sur les réseaux sociaux pour de nouvelles aventures scientifiques et technologiques ici en Guadeloupe. Alors à bientôt!